Vous avez probablement entendu parler des OGM, les organismes génétiquement modifiés pour être plus gros, plus nutritifs ou plus résistants aux sécheresses et aux maladies. Ou peut-être une personne que vous connaissez ou vous-même souffrez du diabète et vous administrez-vous de l'insuline qui a été produite par des levures dans des cuves gigantesques appelées bioréacteurs. Vous pourriez même avoir entendu parler de Casgevy, le tout premier médicament fonctionnant avec CRISPR, qui remédie à l'anémie à hématie falciforme en modifiant directement les gènes des globules rouges des receveurs. Ces exemples illustrent tous la biologie synthétique en action. La biologie synthétique est l'application de principes d'ingénierie au système biologique pour la résolution de problèmes contemporains. Bref, les chercheurs en biologie synthétique créent des outils en utilisant la biologie. Mais que y a-t-il de si merveilleux à propos de la biologie synthétique? Je veux dire, le fonctionnement d'une seule cellule est tellement compliqué et il y a tant de choses que nous ne savons pas encore sur ce qui s'y passe. Aussi, les choses vivantes meurent. Il me paraît beaucoup plus difficile d'essayer d'utiliser des parties biologiques plutôt que des outils inertes. Tout ce que tu dis est vrai. Les systèmes biologiques peuvent être difficiles à contrôler, mais il n'est pas nécessaire de contrôler absolument tous les détails de ce qui se passe. La biologie synthétique est puissante précisément parce que nous n'avons pas besoin de le faire. La nature dynamique de la biologie nous permet d'externaliser le travail. Par exemple, si notre machine choisie est une cellule bactérienne et que nous voulons monter en gamme, notre machine peut simplement se multiplier, alors qu'une machine inorganique requerrait beaucoup plus de temps et de ressources pour produire plusieurs copies d'elle-même. En plus, les matériaux requis pour construire des parties biologiques sont très disponibles sur Terre. Ils ne demandent pas de température élevée, de machinerie à haute pression ou des réactifs toxiques. En fait, les parties biologiques s'assemblent et fonctionnent généralement le mieux à température ambiante, pression atmosphérique standard et dans des environnements aqueux. Les matériaux inorganiques comme les métaux doivent être minés, extraits et transformés, ce qui nécessite beaucoup d'énergie, impose un lourd fardeau à l'environnement et met à risque la santé et les droits des ouvriers travaillant à leur production. La biologie synthétique nous permet de créer des parties et des systèmes pour résoudre des problèmes que les disciplines d'ingénierie traditionnelles ont du mal à résoudre elles-mêmes, élargissant ainsi la boîte à outils que les ingénieurs ont à leur disposition pour bâtir un monde plus en santé, plus sécuritaire et plus équitable. Mais comment est-ce que les chercheurs en biologie synthétique commencent seulement à modifier des parties biologiques? La biologie a progressé à travers une série d'étapes évolutives aléatoires durant des milliards d'années sur Terre. Il y a une panoplie de gènes, de processus biochimiques et de voies de communication cellulaire, et il y a tellement de choses que les chercheurs en biologie ne comprennent encore pas et n'ont toujours pas découvert. Pour rendre plus clair, toute cette information biologique, nous, en tant que chercheurs en biologie synthétique, devons nous rappeler de ces trois grands principes: modularité, abstraction et standardisation. Les différentes composantes d'une voiture accomplissent différentes fonctions et peuvent donc être remplacées et modifiées pour différentes expériences utilisateurs. Par exemple, si nous mettons des pneus d'hiver à cette voiture, son habilité à traverser des terrains enneigés est améliorée. On pourrait aussi donner à la voiture des pneus tout-terrain si on prévoit rouler sur des chemins accidentés. La modularité en biologie synthétique relève d'un principe similaire. Les différents gènes, protéines et cellules avec lesquels on travaille sont des modules qui peuvent être indépendamment modifiés et réutilisés sans interférer avec d'autres modules. Par exemple, on peut insérer le module protéine fluorescente verte dans le module levure pour créer une levure fluorescente verte. Ou bien la protéine fluorescente verte n'est pas celle que nous désirons, alors nous optons plutôt pour la protéine fluorescente rouge. Maintenant, disons qu'un scientifique voit cela et veut utiliser ce système afin de détecter si un paquet de nourriture est contaminé par des pathogènes en devenant rouge quand le paquet devient trop tiède. Le scientifique pourrait donc ajouter un module promoteur dépendant de la température à la levure. Ce module activera la fluorescence rouge à des températures trop tièdes. Comme vous pouvez voir avec cet exemple, les modules peuvent être échangés dépendamment de la fonction que vous désirez. Grâce à cela, un simple phénomène comme la fluorescence peut s'appliquer à plusieurs situations. Bien sûr, quand on parle de parties telles que la protéine fluorescente rouge, il y a beaucoup d'informations dont nous faisons abstraction, c'est-à-dire que nous choisissons d'ignorer. Par exemple, la séquence d'acides aminés de la protéine fluorescente rouge, sa structure tridimensionnelle, les gammes de température et de pH à l'intérieur desquelles elle demeure stable, et les propriétés physiques qui lui permettent d'être fluorescente. Même si l'on ignore ces informations importantes, ce n'est pas grave parce qu'il n'était pas nécessaire de comprendre tous les fondements de la machine. En fait, lister tous les 236 acides aminés de la protéine nous distrairait probablement et rendrait beaucoup plus difficile la tâche d'organiser ou de modifier le système. Voilà donc le rôle de l'abstraction en biologie synthétique.
L'abstraction permet de se concentrer sur les fonctions de haut niveau des parties biologiques au lieu de s'empêtrer dans tous les détails pointueux. Sans elle, travailler avec la biologie synthétique serait aussi convoluté que d'essayer de se souvenir de ce que l'on a mangé pour déjeuner, en commençant par le volume moyen d'une gorgée d'eau. Elle permet donc de sauver beaucoup de temps, d'énergie et de compréhension en simplifiant les choses à l'essentiel. Avez-vous déjà entendu parler de l'accident du Mars Climate Orbiter? Le Mars Climate Orbiter était une sonde qui a été totalement détruite à cause d'une erreur toute simple. Les ingénieurs avaient oublié de convertir les unités impériales en unités métriques. La standardisation en biologie synthétique permet de garantir des expériences et des dispositifs fiables et reproductibles, afin d'éviter des erreurs catastrophiques comme celle du Mars Climate Orbiter. Lorsqu'un élément ou une technique de biologie synthétique est standardisée, cela signifie qu'il existe une documentation détaillée décrivant les procédures, lignes directrices et autres informations essentielles qui doivent être suivies de manière universelle par tous les chercheurs. Par exemple, imaginons que notre système de détection de la détérioration des aliments a été construit en utilisant la souche K12 d'E. coli, une souche bactérienne spécifique couramment utilisée en recherche. Cependant, si un autre scientifique tentant de reproduire ce système ne respecte pas le principe de standardisation et utilise à la place une autre souche aléatoire d'E. coli, il court alors le risque que cette souche contienne un gène qui interfère avec la détection de chaleur, ou pire encore, qu'elle soit pathogène et provoque une intoxication alimentaire. Nous réduisons dramatiquement ce risque d'échec lié à la variabilité des pièces biologiques en créant et en suivant des procédures standardisées. Avec des expériences plus prévisibles vient également la possibilité de production à plus grande échelle, ce qui est essentiel pour l'utilisation commerciale des produits issus de la biologie synthétique. Les biobriques sont des séquences d'ADN ayant des fonctions définies et qui combinent les principes de modularité, abstraction et standardisation. Elles sont extrêmement utiles pour structurer la construction de systèmes en biologie synthétique. Assemblez les bonnes biobriques et vous pouvez concevoir presque n'importe quel dispositif biologique. Par exemple, pour mettre en œuvre notre système de détection de la détérioration des aliments, nous commençons par choisir les biobriques que nous souhaitons utiliser. Il nous faut insérer de l'ADN dans une levure afin de lui faire coder la fonction souhaitée. Notre fonction principale est que la levure émette une fluorescence rouge lorsque l'environnement devient trop tiède. Pour cela, nous allons chercher dans le registre des pièces biologiques standardisées les biobriques dont nous avons besoin. Une séquence codant pour la protéine fluorescente rouge, le mCherry, une séquence codant pour un facteur de transcription de choc thermique, une séquence d'ADN à laquelle le facteur de transcription se lie à haute température pour activer la transcription, le HSTF. Une fois les biobriques sélectionnées, nous préparons deux plasmides, l'un contenant la protéine fluorescente rouge et son promoteur, l'autre contenant uniquement le facteur de transcription HSTF. En les combinant, nous obtenons le fonctionnement suivant. À haute température, le facteur de transcription de choc thermique se lie au promoteur situé devant le gène codant pour la protéine rouge, ce qui déclenche la production de la protéine fluorescente rouge. Ce que nous venons de faire, ce n'est que la première étape dans la création d'une machine biologique. DBTL signifie Design, Build, Test, Learn, ou en français CCTA, concevoir, construire, tester, apprendre. Ce cycle est un cadre de travail pour permettre aux ingénieurs de développer et améliorer continuellement leur système. Dans la phase concevoir, on effectue le travail conceptuel. Quel est le but de la machine? Comment allons-nous l'atteindre? Quel organisme hôte ou châssis allons-nous utiliser? Quelles parties biologiques devrons-nous assembler? Quelle expérience devrons-nous réaliser pour tester l'efficacité de notre conception? Quel est notre résultat attendu? Peut-on consulter des expériences antérieures ou des bases de données pour justifier nos choix? Ensuite vient la phase construire, durant laquelle on matérialise notre design en laboratoire. Assemblage de l'ADN, culture des organismes hôtes, etc. Des problèmes dans cette étape peuvent signaler qu'il faut revoir la conception initiale. Une fois notre machine construite, on passe à l'étape tester. On évalue le fonctionnement réel de notre design à l'aide d'expériences rigoureuses. L'idéal est d'obtenir des données quantitatives pour comparer les performances à nos prédictions, à d'autres solutions existantes ou à des versions précédentes. C'est pourquoi il faut bien choisir, dès la phase concevoir, quelles expériences seront les plus pertinentes.
Enfin, dans la phase apprendre, on analyse les résultats des tests pour comprendre ce que nous avons appris. Cela peut inclure comment résoudre un problème spécifique, comment une variable influence nos résultats, ou encore comment optimiser davantage le système. Un projet complet nécessiterait de nombreuses itérations du cycle DBTL ou CCTA. Mais dans Minigem, nous nous concentrerons principalement sur la phase concevoir. L'histoire centrale de la biologie moléculaire tourne autour de quelques personnages clés, l'ADN, l'ARN et les protéines. L'information génétique sous forme de séquences de nucléotides est stockée à long terme dans l'ADN. L'ADN est ensuite transcrit en ARN messager ou ARNM, un support moins stable servant à transporter l'information génétique. L'ARNM est traduit en protéines, dont les fonctions vont de la formation des structures cellulaires à la défense contre les agents pathogènes, en passant par la production d'énergie pour la cellule. Il y a encore beaucoup à dire sur le dogma central, mais la plupart des projets en biologie synthétique se concentrent sur la création des produits en utilisant ce cadre fondamental. La conception en biologie synthétique se divise généralement en deux grandes catégories, le génie génétique et l'ingénierie des protéines. Le génie génétique implique la manipulation de l'ADN afin de modifier un gène ou sa fonction. Une grande variété d'outils et de techniques sont utilisés pour cela. Dans les modèles bactériens, cela implique souvent la construction et l'insertion de plasmides bactériens. Les plasmides sont des séquences d'ADN circulaires que les bactéries peuvent transcrire et traduire pour produire des protéines. C'est ainsi que des cellules de levure peuvent produire de l'insuline humaine utilisée en médecine. Un plasmide contenant le gène codant pour l'insuline humaine est inséré dans la levure, qui peut ensuite produire la protéine en masse. Le génie du génome, qui modifie l'ADN chromosomique directement, est une sous-catégorie du génie génétique. Il permet une modification permanente des cellules sans dépendre des plasmides. Cela permet de modifier directement des cellules humaines ou des cultures agricoles, par exemple. CRISPR-Cas est un système largement utilisé pour l'édition du génome. Les protéines Cas sont des enzymes capables de couper l'ADN, utilisées naturellement par les bactéries pour détruire du matériel génétique viral. Le système CRISPR-Cas utilise un ARN guide qui s'apparie spécifiquement à la séquence d'ADN ciblée. Lorsque l'ARN guide positionne la protéine Cas au bon endroit sur l'ADN, la protéine Cas coupe, ce qui permet d'introduire des modifications dans le génome. Selon le type de protéine Cas utilisée, on peut cibler l'ADN simple brun ou double brun et effectuer différents types de coupures. L'autre grande catégorie de conception en biologie synthétique est l'ingénierie des protéines, qui consiste à modifier et optimiser la fonction des protéines. L'ingénierie des protéines peut être plus utile que le génie génétique dans les cas où aucune protéine naturelle n'existe pour assurer la fonction recherchée. Par exemple, le Taxol est un médicament chimiothérapeutique produit naturellement par l'IF du Pacifique. Cependant, cet arbre ne produit que de petites quantités de Taxol et les enzymes responsables de sa biosynthèse sont relativement inefficaces. Grâce aux techniques d'ingénierie des protéines, nous pouvons créer de nouvelles protéines aux propriétés améliorées et même des protéines capables de remplir des fonctions entièrement nouvelles. Il existe deux approches principales en ingénierie des protéines. 1. La conception rationnelle. Cette méthode s'appuie sur des connaissances préalables de la structure et du mécanisme des protéines, ainsi que sur des outils de modélisation computationnelle pour concevoir de nouvelles protéines de manière ciblée. 2. L'évolution dirigée. Ici, on induit des mutations aléatoires dans le gène codant pour une protéine, puis on sélectionne les variantes dont les propriétés sont les plus améliorées. Ces deux techniques sont complexes et longues à mettre en œuvre, mais elles permettent de repousser les limites de ce que nous pouvons faire avec les pièces biologiques. L'objectif de la compétition Minigem est que vous et votre équipe conceviez votre propre projet de biologie synthétique. D'ici la fin de la semaine, nous espérons que vous aurez développé quelque chose de similaire au système de détection de la contamination alimentaire, soit une collection de pièces biologiques assemblées pour répondre à un enjeu du monde réel.
La première étape de tout projet de conception consiste à choisir un sujet. À la fin de la phase d'idéation, vous devriez être capable de formuler une phrase résumée de votre idée, expliquant l'objectif et l'outil ou la technique que vous utiliseriez. Par exemple, traiter le cancer du pancréas à l'aide de la protéine caspase. Piège collant à moustiques utilisant des toxines biolarvicides recombinantes et un attractif à base d'épluchures de betterave. Biscuits antidépresseurs contenant des bactéries produisant des composés aux effets antidépresseurs. Voici quelques approches utiles que nous avons trouvées pour générer. Une approche descendante, top-down, commence par identifier un problème qui vous tient à cœur. Par exemple, la détection précoce du cancer. Nous vous avons fourni une liste de grands enjeux mondiaux dans votre SynBio Toolkit pour vous aider à commencer. Explorez les causes profondes du problème choisi, les solutions actuelles, et les anciens projets iGEM qui y sont liés. Si vous utilisez l'approche descendante, vous pourriez rencontrer des difficultés lorsqu'il s'agit de cibler votre projet avec davantage de précision. La détection précoce du cancer est un thème très large, difficile à cerner et à résoudre. Il vaut mieux spécifier votre sujet. Par exemple, au lieu de viser la détection précoce de tous les cancers humains, visez plutôt la réduction des faux négatifs dans le dépistage du cancer du sein. Un objectif plus concret et atteignable qui facilite la génération d'idées. Identifiez ensuite des parties biologiques qui pourraient aider à combler ces lacunes. Il peut être difficile de trouver une application originale d'une pièce existante à votre problème. C'est le bon moment pour demander l'avis d'experts, mentors ou enseignants afin d'orienter vos recherches. Il n'existe pas de protocole tout fait pour créer un projet novateur. Ayez confiance en vos idées, prenez-les au sérieux. Et surtout, souvenez-vous que vous ne cherchez pas une solution parfaite, mais une solution qui améliore ne serait-ce qu'un aspect d'un système existant. Une approche ascendante commence par choisir une protéine ou un outil fascinant dans votre SynBio Toolkit. Nous vous encourageons aussi à lire des articles scientifiques récents pour rester à jour sur les dernières avancées en biologie synthétique. L'avantage de cette approche, c'est qu'elle offre plus d'opportunités d'innovation, car vous pourriez trouver une application originale à un outil encore peu exploré. Cependant, cela peut être plus difficile à manipuler si l'outil ou la technique n'est pas encore bien établi. Une fois votre outil ou votre molécule sélectionnée, il est crucial de lire la littérature scientifique de fond sur son fonctionnement et ses propriétés uniques. C'est une étape essentielle pour imaginer des applications pertinentes et innovantes. Une fois que vous avez compris ce qui rend votre outil unique, cherchez une application qui exploite précisément cette unicité. Peut-être pouvez-vous optimiser une application existante ou faire preuve de créativité et imaginer une application complètement nouvelle. N'hésitez pas à consulter les sections perspectives ou direction future de certains articles scientifiques. Elles peuvent vous donner des idées directement actionnables pour votre projet. Maintenant que vous avez choisi un sujet, il est temps de déterminer comment votre solution fonctionnera concrètement. Lorsque vous entrez dans la recherche, vous rencontrerez souvent les termes wet lab ou laboratoire et dry lab et développement. Ce sont simplement deux approches différentes mais complémentaires pour développer un projet de recherche. Le wet lab consiste en des expérimentations pratiques avec des cellules, des produits chimiques et des échantillons biologiques. Le dry lab, quant à lui, comprend l'analyse des données et les prédictions basées sur des modèles informatiques et mathématiques. Nous vous demanderons de créer un plan pour votre wet lab et votre dry lab adapté à votre sujet. Pour le wet lab, il y a deux grandes questions à se poser. D'abord, quel élément biologique vous allez utiliser, autrement dit vos matériaux. Cela inclut un châssis, soit l'espèce et la souche de cellules hôtes, des biobriques, c'est-à-dire des séquences d'ADN codant pour des fonctions spécifiques, et des protéines ou produits biologiques. Ensuite, il faut expliquer comment vous allez assembler ces éléments. C'est la procédure. Posez-vous la question, comment l'assemblage de nos éléments sert-il l'objectif fonctionnel que nous visons? Pour trouver les parties et techniques qui correspondent à votre projet, vous pouvez consulter le SynBio Toolkit, qui contient une liste de protéines et d'organismes intéressants. Vous devriez aussi consulter la section matériel et procédures des articles expérimentaux qui vous inspirent. Vous y trouverez des détails précieux sur les éléments et les protocoles utilisés par les chercheurs dans leurs expériences. Le design du Dry Lab est en général plus flexible que celui du Wet Lab, car les projets de Dry Lab ont pour but principal de soutenir et de compléter l'expérimentation en biologie synthétique. Pour élaborer une proposition de Dry Lab réussie, commencez par définir son objectif. Vous pouvez choisir de simuler vos expériences à l'aide de modèles. Par exemple, générer des graphiques et de prédictions à partir d'entrées spécifiques. Vous pouvez également chercher à améliorer l'implémentation de votre projet en concevant un outil logiciel ou matériel complémentaire à votre système biologique. Ou bien, vous pouvez créer ou améliorer un outil de mesure permettant d'analyser votre solution selon différents critères de performance. Quel que soit votre choix, votre proposition de Dry Lab doit préciser les ressources existantes que vous utilisez.
Cela peut inclure des outils logiciels, comme des bibliothèques de modélisation moléculaire ou des modèles de repliement protéique, des outils matériels tels que des capteurs ou bioréacteurs, et d'autres ressources, comme des bases de données protéiques. Si vous êtes bloqué à une étape quelconque, il peut être utile de prendre du recul et de reconsidérer la portée de votre projet. Voici également les questions importantes à considérer lorsque vous discutez de votre projet et de son importance. Qui sont les parties prenantes susceptibles d'être affectées par votre projet? Quels résultats souhaitez-vous pour ces parties prenantes? Quels sont les obstacles actuels aux solutions existantes? Pourquoi votre solution pourrait-elle être meilleure que les alternatives? Et quels obstacles pourraient empêcher la réussite de votre solution proposée? Vous avez maintenant élaboré une ébauche de conception. Mais la science, ce n'est pas seulement obtenir des résultats techniquement complexes. Faire en sorte que d'autres personnes se soucient aussi de votre projet est essentiel si vous voulez que la technologie améliore réellement des vies. Après tout, qui bénéficiera de votre technologie si personne n'est convaincu de l'utiliser? D'ici la fin de la semaine, si vous souhaitez que le projet de votre équipe soit pris en compte pour un prix, vous devez soumettre une proposition de projet qui explique votre processus de conception. Cela peut prendre n'importe quelle forme. Une vidéo scénarisée, une infographie, une proposition écrite ou un diaporama. Ce qui compte, c'est que vous présentiez clairement l'impact potentiel de votre solution et que vous montriez que votre équipe a réellement réfléchi à chaque étape de la conception. N'oubliez pas de mettre en lumière comment votre design a évolué en découvrant de nouvelles informations ou en considérant d'autres perspectives. C'est ainsi que vous pourrez démontrer que chaque élément de votre projet est intentionnel, réfléchi et porte du sens. La catégorie entrepreneuriat vous invite à définir un chemin réaliste pour amener votre solution sur le marché. Un plan entrepreneurial solide peut inclure des jalons de développement et un calendrier réaliste, l'identification d'investisseurs potentiels ou de sources de financement et une analyse comparative avec les technologies existantes ou en développement sur le marché. Pour prétendre au prix entrepreneuriat, vous devez présenter un argument convaincant démontrant que votre solution pourrait réussir en étant commercialisée. La clé est de convaincre les autres que votre solution est désirable et que votre équipe est digne de confiance pour l'amener jusqu'aux utilisateurs finaux. Voici une approche suggérée pour présenter votre solution de manière convaincante. Commencez par expliquer votre problématique et faites comprendre à votre public pourquoi il est crucial de s'y attaquer dès maintenant. Présentez ensuite un aperçu du marché lié à votre problématique. Quelles sont les solutions existantes? Qui sont les concurrents actuels? Quelles sont des lacunes ou faiblesses dans ces solutions? Présentez votre solution en insistant sur comment elle comble les lacunes identifiées. Qu'est-ce qui la rend meilleure, plus efficace ou plus accessible que ce qui existe déjà? Présentez ensuite un calendrier de commercialisation. De quelles ressources et de quel budget avez-vous besoin à chaque étape? À quel moment prévoyez-vous de déposer une propriété intellectuelle? Comment allez-vous tester votre solution? Quels indicateurs utiliserez-vous pour juger si la qualité est suffisante pour la mise sur le marché? Nous vous invitons de créer un diagramme de Gantt pour visualiser votre plan de développement, comme l'a fait l'équipe sur PFAS. La catégorie durabilité vous demande de définir comment votre solution répond aux objectifs de développement durable des Nations Unies, aussi appelés ODD, à travers son objectif ou sa mise en œuvre. La durabilité consiste à répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. On pense souvent que la durabilité est synonyme de protection de l'environnement. Préserver les écosystèmes naturels contre les effets des changements climatiques, de la pollution et de l'épuisement des ressources. Mais prendre soin de l'environnement n'est qu'une dimension parmi toutes les pratiques durables. Un avenir durable repose aussi sur la stabilité sociale pour que les individus et les communautés puissent atteindre le bien-être de manière sûre et équitable et la prospérité économique afin que chacun ait accès aux ressources nécessaires pour vivre et s'épanouir. Les ODD sont 17 objectifs définis par les Nations Unies pour construire un avenir durable pour tous les habitants de la planète. Si vous souhaitez vous impliquer dans la catégorie durabilité, visez à répondre à plusieurs ODD et fournissez une explication claire de la manière dont votre solution contribue à leur réalisation. Vous devez expliquer comment votre solution prend en compte les 3 piliers de la durabilité, la société, l'économie, l'environnement, ainsi que comment votre processus de conception a été influencé par la réflexion autour des ODD. Il est particulièrement utile de détailler les résultats attendus de votre solution. Qui va en bénéficier et de quelle manière ces bénéficiaires seront-ils aidés? Vous devez aussi analyser le contexte d'application de votre solution.
quels sont les obstacles potentiels à sa mise en œuvre et comment pouvez-vous, en tant que scientifique porteur de la solution, anticiper ou résoudre ces obstacles. Commencez par expliquer votre problématique et pourquoi cette question est importante. C'est aussi l'occasion d'expliquer quels ODD sont concernés et en quoi votre solution y répond de manière pertinente. Par exemple, construire un système pour réduire le ruissellement d'engrais contribue à l'ODD 14, vie aquatique, mais il serait exagéré de prétendre que cela répond à l'ODD 4, éducation de qualité et équitable. Ensuite, expliquez la science derrière votre solution. Quel est le fonctionnement technique et biologique de votre dispositif? Quel est l'impact concret que vous anticipez? Et dans quelle mesure cela fait-il progresser les ODD ciblés? Nous espérons que vous êtes aussi enthousiaste pour Minigem que nous le sommes. Nous savons que cela fait beaucoup d'informations en seulement 15 minutes et qu'il reste encore énormément de choses à découvrir. Ce n'est pas toujours facile de tout comprendre simplement en lisant des articles scientifiques ou des ressources en ligne. Les meilleures opportunités d'apprentissage viennent souvent de bonnes conversations. C'est pourquoi nous vous encourageons fortement à parler avec vos mentors pour tester vos idées, poser vos questions techniques ou encore recevoir des avis constructifs et des critiques utiles.